bienvenue pour cette nouvelle visite guidée. Nous sommes ici au musée Hébert, dans un des 11 musées départementaux, et nous allons visiter le jardin du musée Hébert, donc maison d'artiste du peintre Ernest Hébert. Alors Ernest Hébert, c'est un peintre qui aujourd'hui est un petit peu tombé dans l'oubli, mais qui a été un peintre très important du 19e siècle. Il est né en 1817, il est mort en 1908. Et nous sommes ici dans sa maison de campagne, finalement, sa maison de famille. Vous voyez le bâtiment qui se trouve juste derrière moi, qui est la partie la plus ancienne du musée, qui date du XVIIe siècle, donc bien avant qu'Ernest Hébert n'habite cet endroit. Et donc c'est une ancienne propriété agricole, un domaine agricole qui se trouvait finalement à la campagne, un petit peu éloigné de Grenoble, et qui est devenue finalement une maison de plaisance qui a été comme ça occupée par les bourgeois de Grenoble, et notamment par la famille d'Ernest Hébert, par Amélie Hébert qui a acheté cette propriété et dans laquelle Ernest Hébert, à l'âge de 4 ans, a commencé à venir ici. C'était une grande propriété. Aujourd'hui, il fait 2,5 hectares ce domaine, et c'était une grande propriété avec à la fois une maison de plaisance, mais aussi des dépendances, une ferme pour produire des produits frais, tout simplement, des vignes, un verger. Donc ça permettait d'avoir une certaine autosuffisance en produits pour des citadins, puisque finalement la famille d'Ernest Hébert vivait en plein centre-ville de Grenoble. Alors le jardin tel qu'on le voit aujourd'hui a quand même beaucoup évolué. À l'époque d'Ernest Hébert, il était plus champêtre, plus naturel. Et puis il y avait quand même ce petit air d'Italie, puisque Ernest Hébert et son épouse ont beaucoup vécu en Italie. Ernest Hébert, il a vécu quasiment 30 années de sa vie en Italie. Et donc il y a ce goût des jardins italiens, ce rappel des jardins de la Villa Médicis, des jardins Boboli, avec notamment la partie qui est devant le musée, qui s'appelle le jardin italien. Et on a le bruissement de l'eau, les arbres taillés, les taupières, les fleurs, un jardin très odorant avec des orangers. Et donc ça, c'est ces petits souvenirs d'Italie avec des éléments sculptés aussi. Voilà, avec ces petites sculptures qu'on voit un petit peu partout, ces détails qui font le charme de ce jardin qui a été comme ça remanié et qui a évolué tout au long jusqu'à aujourd'hui. Alors nous nous trouvons ici dans la partie plutôt jardin à l'anglaise du jardin en fait, et on voit que c'est un espace qui est plus simple d'aspect, avec cette grande pelouse, cet étang et ces arbres qui bordent l'espace vert. En fait, c'est un jardin très étudié et qui est complémentaire finalement, qui est une autre ambiance par rapport au jardin italien. Et ce jardin, il a été aménagé par Gabrielle Hébert, l'épouse du peintre, après sa mort, après la mort du peintre, et qui a continué à transformer le domaine. Et nous avons des arbres ici centenaires qui ont été plantés par Gabrielle Hébert dans les années 1910-1920. Et qu'on voit ici et qui sont immenses, des cèdres de l'Atlas, des cèdres du Liban, des hêtres pourpres du Canada. Et on a un jardin finalement qui est fermé derrière des murs et qui en fait quelque chose, un cocon un peu mystérieux. Et quand on ne connaît pas le jardin, on est très surpris d'entrer finalement par un petit chemin, d'entrer dans ce domaine et de s'apercevoir qu'en fait il est très différent en fonction des espaces. C'est un havre de paix, c'est vraiment un endroit assez magique dans une agglomération qui finalement est toute proche, et on a comme ça ici le sentiment d'être un peu coupé de la ville tout simplement, et c'est aussi un lieu assez extraordinaire pour la biodiversité qui s'y développe considérablement. Et ça, le jardinier Thierry Matonnet qui s'occupe de ce domaine en a bien conscience et y veille. Il est aidé ponctuellement d'apprentis qui l'aident justement sur ces missions qui sont vraiment primordiales parce qu'il y a une biodiversité à préserver, mais il y a aussi l'attaque de nuisibles, et donc il faut qu'on soit attentif à la bonne gestion en fait tout simplement de ce parc qui est vivant et qui est à protéger et à entretenir. Bonjour, je suis en train de supprimer les fleurs fanées des rosiers. C'est pour éviter que ça fasse le fruit. Et en fait, ça stimule les nouvelles pousses, comme on voit ici, par exemple, une nouvelle pousse. Et dans quelques jours,
elle va s'ouvrir et ça va donner une nouvelle rose comme celle-ci. Donc je m'appelle Thierry, je suis jardinier au musée Hébert depuis 7 ans. Et donc c'est un jardin qui est hyper intéressant ici parce qu'il y a plein d'ambiances différentes, mais des ambiances pas juste visuelles, mais des ambiances aussi avec des coins plus ombragés, des coins plus secs, des coins plus humides, des coins très entretenus et puis des coins aussi où on laisse agir un peu plus la biodiversité. On est devant le tombeau d'Hébert, donc c'est là où il a été enterré. Et puis, donc devant ce tombeau, tout autour, il y a des roses, des belles roses. Et devant les roses, on met aussi des tulipes qui sont blanches et qui sont magnifiques au printemps. Il y a différentes ambiances. Il y a le jardin italien à l'entrée, très structuré, très bien entretenu. Et donc, dans ce jardin, en fait, on applique une gestion différenciée justement par rapport à ces différents jardins. Donc un jardin italien à l'entrée, il faut que ça soit toujours le plus nickel possible, tondu très régulièrement, désherbé, que ça soit le plus propre possible. Et puis après, il y a différentes ambiances. Donc il y a le jardin anglais, où là c'est un petit peu plus naturel, donc c'est un tout petit peu moins entretenu. Après, il y a ce jardin-là qui est ce qu'on appelle le jardin régulier, qui lui est quand même relativement bien entretenu parce qu'il y a le tombeau aussi, donc il faut qu'il y ait un entretien assez régulier. Et puis par exemple, il y a le sous-bois aussi. Et dans le sous-bois, là, c'est vraiment un espace naturel, où en fait on ne tombe pas. On va faire des cheminements pour que les gens puissent se promener dans le sous-bois, mais c'est vraiment laissé naturel. Donc on ne ramasse pas les feuilles, on fait un entretien le strict minimum en fait. On se trouve devant la grotte qui alimente le miroir d'eau. Ce qu'on appelle le miroir d'eau parce qu'avec la lumière, en fait, ça ressemble à un miroir un petit peu. Et cette eau, elle vient d'une source qui vient de Chartreuse. Et donc le musée Hébert a un droit d'eau et qui alimente donc tout le parc du musée et tous les bassins du musée. Ce miroir d'eau, il nous sert aussi à alimenter tout ce qui est arrosage automatique et qui permet d'avoir un parc vert même l'été quand il fait très chaud et de ne pas utiliser l'eau potable du réseau. Et juste derrière ce miroir, vous êtes dans le sous-bois. C'est un espace laissé plus naturel, donc on ne tombe pas, on fait juste des petits passages pour que les gens puissent cheminer dedans. Et la nature, elle se déploie, elle fait ce qu'elle veut un petit peu. Et c'est bien parce que ça amène beaucoup de biodiversité en fait. Moins on intervient et plus on laisse les animaux tranquilles. En plus, on ne met plus de produits chimiques depuis bien longtemps et ça fait qu'on arrive à avoir une certaine biodiversité, c'est-à-dire un nombre important d'oiseaux. On a des écureuils, on a beaucoup de libellules aussi autour des bassins. Et cette biodiversité, en fait, elle contribue à ce qu'on appelle la trame verte, c'est-à-dire des espaces qui, même en ville, permettent à des animaux de passage, par exemple, de se poser et de pouvoir reprendre leur souffle avant de repartir vers un autre endroit. Dans le sous-bois du parc du musée Hébert, vous avez une ruche pédagogique. Pédagogique pourquoi? Pour deux choses. La première chose, c'est ces trappes où on peut ouvrir et regarder à l'intérieur les abeilles s'affairer. Et la deuxième chose, c'est cette cheminée. Et c'est pour ça qu'elle est pédagogique aussi, c'est parce qu'on peut s'approcher. Les abeilles, elles sortent là-haut et en fait, on ne les embête pas et elles ne nous embêtent pas. On a beaucoup moins de risques de se faire piquer. Et puis, dans ce parc, comme il y a une diversité au niveau des arbres, et des arbustes et des fleurs, et les abeilles elles sont contentes parce qu'il y a tout le temps du pollen à récolter et ça permet d'avoir une bonne récolte de miel. Et cette récolte de miel, on l'a fait avec les enfants d'une école de la Tronche.
Donc fin juin, début juillet, avec l'aide de l'apiculteur, bien sûr, qui vient nous aider et qui vient faire le suivi, et ben, on récolte le miel avec les enfants. Donc les enfants sont super contents parce que c'est un moment exceptionnel quand même pour des enfants de voir comment ça se passe, que c'est pas juste un petit pot qu'on achète au magasin, mais que c'est le travail de la nature et des abeilles qui permet d'avoir du miel. Eh bien, merci d'avoir suivi cette visite guidée du musée Hébert et de son jardin particulièrement, et que ça vous aura donné envie de venir visiter le musée et le jardin. Le musée Hébert fait partie du réseau des 11 musées départementaux. Il est gratuit et son parc aussi. Et vous pouvez retrouver plus d'informations sur musée.isère.fr.